Donc on se retrouve avec Christian Palierne, le président de la Fédération française de tennis de table. Donc merci de répondre à nos questions. Répondre à lesquelles Alors tout d'abord, je souhaitais vous demander quelle est la politique de la Fédération française de tennis de table en termes de développement des jeunes, qu'est-ce qui est mis en place pour favoriser leur progression au plus haut niveau international. Alors ça, c'est une politique au niveau de la direction technique nationale. Il y a toujours un point commun qui est fait avec le ministère, qui est aujourd'hui le PPF, qui succède à l'ancien PES, qui était le parcours d'excellence sportive, qui était l'ancien filière de haut niveau. Donc il y a toujours un plan demandé par le ministère des Sports concernant les politiques jeunes. Aujourd'hui, on a une formation des jeunes qui nous amène à être assez régulièrement sur les podiums en cadet et en junior. La grosse difficulté, comme beaucoup de nations, c'est de pouvoir passer en senior. Donc aujourd'hui, peu de changements sur la politique jeune qui a fait efficacité. Deux pôles France, celui de Nancy pour les jeunes filles et puis celui de Nantes pour les garçons, avec une succursale à Tours. Et puis quelque chose de nouveau, le club de Nîmes, pour servir de support club de haut niveau pour la performance, parce que la région sud est relativement dégarnie. Donc le directeur technique national a estimé opportun d'utiliser un club pour essayer de créer une dynamique de développement, sachant qu'il y a quand même des jeunes filles qui jouent bien sur cette région actuellement. Comment vous décrivez la mission d'un président de fédération par exemple, une journée type, qu'est-ce que c'est? Alors ma journée type, elle est un petit peu particulière, puisque je travaille à peu près 30 heures par semaine à l'INSEP comme médecin. Donc j'ai aujourd'hui 3 demi-journées dans la semaine qui sont dédiées à la Fédération de tennis de table, lundi, mercredi, vendredi après-midi. Et puis bien évidemment les temps morts, plus les soirées à effectuer les réponses aux mails et puis à passer des coups de téléphone, plus certains week-ends en compétition ou en réunion. Il n'y a pas vraiment de statut de président actuellement dans les fédérations. Il y a certains présidents de fédérations qui sont rémunérés pour le temps passé. Ça peut être à mi-temps, ça peut être à temps plein. Certains présidents de fédérations sont à la retraite, ce qui peut permettre de résoudre les problèmes de disponibilité. Aujourd'hui, je suis encore en activité professionnelle et je la garderai jusqu'à la fin du mandat. Donc une journée type, c'est boulot, tennis de table, dodo. D'accord, donc vous êtes quasiment tout le temps à l'INSEP, soit en tant que médecin, soit en tant que président. Non, j'évite de mélanger les deux. Je suis à l'INSEP donc tous les matins comme médecin, 2 après-midi par semaine comme médecin, et les 3 après-midi où je ne suis pas dans mon activité professionnelle, je suis au siège de la fédération, à côté de la porte d'Italie. Pour exercer mon activité, où je suis en réunion à gauche, à droite, ça peut être au ministère, ça peut être au comité olympique. Voilà. Donc il faut surtout scinder les activités de médecin INSEP et de président de fédération. J'évite de recevoir des gens en tant que président de fédé à l'INSEP et j'évite de faire des consultations de médecine à la fédération. Vous êtes président donc, de la fédération depuis 2012, on en est à votre 2e mandat. Quel bilan vous tirez de votre mandat? Quelles sont les évolutions que vous avez apportées? Je pense que ce sont des évolutions qui ne sont pas spécialement visibles pour les... C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler justement. Pour les licenciés, c'est assez frustrant parce que évoluer, ce que je disais tout à l'heure au président de votre club, j'ai été président de club, j'ai été président de ligue et président de fédération aujourd'hui. Je pense que là où je me suis fait le plus plaisir, c'est dans le club. Parce qu'au niveau d'un club, on peut faire avancer les choses, on a les moyens vraiment de construire et de voir évoluer. Au niveau d'une région comme l'Île-de-France, comme président, c'était déjà beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait que tout le monde puisse se mettre d'accord. Au niveau d'une fédération, c'est très très compliqué de faire aller tout le monde dans le même sens. Sur le précédent mandat, une des évolutions importantes qui ne touche absolument pas le licencié, c'est la nouvelle gouvernance où on a intégré, à cause des nouvelles régions, dont personne n'est responsable, parce que c'était une décision d'État, d'intégrer les présidents de région au
comité directeur de la fédération, qui est devenu un conseil fédéral. Donc l'impact, il n'est pas visible aujourd'hui, il n'est pas encore direct, mais c'est très important que les présidents de région puissent participer à la politique fédérale, puisqu'ils sont à la tête maintenant d'immenses territoires, la Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe maintenant 3 régions, l'ancienne Aquitaine, le Poitou-Charentes et le Limousin. Donc il est important que tous ces présidents-là fassent partie du comité directeur et puissent intervenir dans les décisions, qu'elles soient beaucoup plus cohérentes avec l'évolution des territoires. Donc aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est que la fédération qui est partie sur une politique de développement, essayer de faire jouer un maximum de personnes et puis les faire rentrer dans les clubs, il faut que cette volonté et les outils qui ont été créés puissent aller là où on en a besoin, dans les départements et les clubs. Et on s'aperçoit que si on n'utilise pas bien nos relais de région ou de département, rien ne se passe au niveau des clubs. Donc nous avons un vrai souci de communication pour faire comprendre que le tennis de table, c'est un sport qui est sympa, il se pratique à la fois en compétition, en pleine activité loisir, et c'est peut-être le grand changement du mandat précédent où on a voulu redonner une lettre de noblesse à l'activité loisir. Moi, je suis issu du tout compétition, puisque en off, je vous disais que j'avais passé des diplômes d'entraîneur fédéraux et que je suis brevet d'État 2e degré, donc j'ai pas mal entraîné pendant une vingtaine d'années, et c'était compétition. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le tennis de table a une chance inouïe, c'est de pouvoir être pratiqué en loisir. Alors, en loisir, tous azimuts, ça peut être dans le cadre du sport santé, ça peut être dans le cadre du 3e âge, ça peut être dans le cadre d'une rééducation éventuellement. C'est aussi le cas de la pratique handi. Et ce sport-là est différent d'un certain nombre d'autres disciplines. Le judo, à partir d'un certain âge, c'est quand même plutôt traumatisant. L'escrime, c'est un sport technique et de vivacité qui est plus difficile à pratiquer à 65 ans. Donc nous avons une ouverture énorme dans cette pratique-là qui correspond en fait à un autre métier, un métier d'animation et de promotion, mais on a besoin de cette pratique-là pour aider à la compétition et aider aussi à avoir des entraîneurs de bon niveau. Donc les deux ne sont pas illégitimes, ne sont pas contradictoires, ils sont au contraire complémentaires dans la vie d'un club, puisqu'on a besoin de gens qui viennent pratiquer pour le plaisir et qui peuvent apporter des compétences et parfois du bénévolat. Et puis on a besoin bien sûr de faire vivre nos compétitions, nos compétiteurs et d'avoir des entraîneurs. Donc c'était le grand changement sur 2012-2016 qui est de compléter notre mentalité de compétition sur cette pratique non compétitive, mais qui est à respecter parce qu'elle rentre aussi dans l'air du temps. Alors j'aimerais vous poser une question. Au jour d'aujourd'hui, donc le tennis de table n'est pas un sport qu'on peut qualifier de médiatique. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour susciter l'intérêt des diffuseurs? Alors, c'est une question qui est éternelle parce qu'on est très frustré par rapport à ça. C'est la question que j'avais posée quand j'ai pris mon mandat en 2012. C'est la question que j'avais posée à Alexandre, les trous de mémoire, de France 2. Boyon peut-être? Boyon, merci. C'est la natation. Voilà, Alexandre Boyon, parce qu'avant il était sur l'aviron avec France 3, et c'est comme ça que je l'avais connu. Donc quand j'ai rencontré Alexandre Boyon à la fête de l'INSEP, pour honorer les champions, il m'a dit c'est simple, il faut que vous ayez une histoire à raconter, il faut que vous ayez un champion du monde. Voilà, pour passer sur les chaînes de télé, c'est ce qu'il m'a dit en 2012. Aujourd'hui, la politique est un petit peu différente puisque le comité olympique a signé un partenariat avec France Télévisions, France 2, 3, 4, François et France 5, et notamment François, qui va diffuser pas mal de sports. Donc c'est à nous de proposer des compétitions pour que France Télévisions puisse les passer. Nous avons un début de partenariat avec beIN Sport. Bon, bien sûr, c'est une chaîne cryptée, oui. Mais c'est une ouverture pour l'instant. Ils ont retransmis les championnats de France de Marseille l'année dernière, ils ont retransmis les championnats de France de Rouen cette année, et on les rencontre dans 2 semaines pour établir un programme de diffusion sur les compétitions majeures. Et ils sont intéressés par la Coupe du Monde Disney en octobre. Donc, on essaye de montrer que le produit tennis de table est intéressant sur nos championnats de France. Il y aura les championnats d'Europe à Nantes aussi en 2019. On va essayer
de promouvoir aussi les rencontres de Pro A avec Bein. Bon, ça se négocie, ça se discute, mais il y a pas mal de... Toutes les fédérations veulent passer à la télévision. Je pense qu'on n'est peut-être pas toujours un sport de direct, mais un sport de ralenti et de différé, certainement. Et c'est vrai que c'est toujours très très spectaculaire. Et peut-être uniquement passer les plus beaux points d'une série de compétitions pour être déjà suffisant. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une équipe de France qui est forte. Le nombre de licenciés ne suffit pas. Il faut avoir une équipe de France forte, il faut avoir un leader qui puisse faire parler de lui, dans le bon sens du terme. Il faut, comme disait Alexandre Boyon, donc avoir une histoire à raconter et qu'il y ait une demande, et je crois qu'il y a une demande au niveau des spectateurs qui aiment le tennis à table à la télévision. Tout le monde en parle quand il voit quelque chose, parce que c'est vrai que nous sommes très spectaculaires. Donc c'est le travail de tout le monde, que les joueurs jouent bien, que les dirigeants soient bons dans les négociations, et puis qu'on ait en face de nous une chaîne de télé qui est ouverte et qui cherche peut-être des niches. Le tennis de table est peut-être une niche intéressante pour ceux qui peuvent le sentir avant, et moi je crois dans l'avenir du tennis de table. Oui. Vous avez des retours par exemple sur Bein en termes du niveau d'audience qu'on a eu sur le championnat de France? Non, j'ai essayé d'en avoir, j'ai pas eu de retour. À titre indicatif. On va continuer. À titre Donc dites-moi, à titre indicatif. On reprend. À titre indicatif, quand il y a eu les Jeux européens à Bakou, le directeur général de l'équipe 21 était enchanté parce que quand ils avaient diffusé le match France-Allemagne, en demi-finale, il y avait eu 120 000 spectateurs. Ce qui pour lui était un très très bon résultat, et on devait continuer notre collaboration. Manque de chance, il y a eu un changement de direction à l'équipe 21 et l'équipe suivante n'a absolument pas pris en compte le tennis de table, peut-être plus la pétanque. Donc ça dépend aussi de l'interlocuteur qu'on a en face. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui un petit frémissement sur lequel il ne faut pas qu'on se rate, et il faut que nous on soit très professionnels dans notre démarche et on se fait accompagner par un spécialiste de production vis-à-vis des chaînes télé. Donc on rencontre Bein bientôt, et puis on doit aussi négocier avec le comité olympique, avec France Télévisions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui le tennis de table? Je crois qu'il y a très très peu de joueurs qui vivent le tennis de table. Je pense que dans le tennis féminin, encore moins le tennis de table féminin. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider, les accompagner dans une société de baisse de subventions, baisse des dotations, des emplois aidés et tous ces divers dispositifs? C'est pour ça que de plus en plus font le choix de privilégier leurs études. Alors les jeunes filles, il faut privilégier les études parce qu'effectivement, il n'y a pas des modèles économiques autour du tennis de table féminin. Je pense qu'il faut qu'on résolve un modèle économique pour qu'on puisse continuer à avoir des joueurs et des joueuses qui s'engagent sur la filière d'entraînement, la filière vers le meilleur niveau possible, et puis essayer de postuler en équipe de France. Aujourd'hui, c'est un petit peu paradoxal, c'est très surprenant d'avoir quand même un niveau de rémunération des joueurs en pro qui est loin d'être négligeable par rapport à d'autres disciplines. Alors, il y a des disciplines où il ne se passe rien financièrement, et là où effectivement c'est d'abord le double projet, mais qui ne les empêche pas de s'entraîner 11 fois, 12 fois, 13 fois par semaine, et d'avoir des titres mondiaux. Et il y a des sports où on ne voit que les meilleurs et on ne voit pas ceux qui sont classés 200e mondial et qui vont galérer à un SMIC, à 1500 voire 2000 euros par mois. Et là je pense au tennis. Donc finalement au tennis de table, on a la chance aujourd'hui qu'il y ait un petit peu d'argent et que ça ne se passe pas trop mal. Vous avez raison, ça ne se passe pas trop mal, mais il faut penser à l'avenir. Et là l'avenir il est beaucoup plus incertain de par la diminution des subventions, des conseils régionaux, des conseils départementaux qui ont maintenant autre chose à faire. Et ce qu'il faut à tout prix, c'est trouver vraiment notre modèle économique, et que les prestations offertes par les clubs vis-à-vis des adhérents soient aussi à payer à un juste prix. C'est-à-dire qu'une cotisation que l'on fait payer à l'année à 75 € ne permet peut-être pas de couvrir un entraînement, 2 entraînements par semaine, plus les déplacements en compétition.
Donc ça commence déjà par la qualité des services qu'on offre dans les clubs. Après, on a discuté avec votre président, il y a effectivement, par rapport aux clubs de Pro A, Pro B, il y a les retransmissions sur les chaînes internet comme Dailymotion. Pourquoi pas faire payer un petit payage sur la retransmission des matchs? Il a raison, même un seul euro, ça permet d'avoir une somme à redispatcher après au niveau des clubs et qui permet d'avoir des ressources. Mais le modèle économique passe de toute façon par la recherche de partenaires et l'offre de services. En sachant que la recherche de partenaires, je crois que nous avons quand même plus de 30 fédérations olympiques sur les 30 qui sont dans la même optique que nous. Donc il y a une vraie concurrence. D'accord. Donc si je résume bien, le meilleur moyen, ça va être de sortir donc, un champion du monde, un champion d'Europe, on en a eu un l'année dernière. Donc peut-être les Jeux de Tokyo sont le prochain objectif. Pour la direction technique, ils sont effectivement dans l'optique d'essayer de faire un podium, puisqu'il y aura des doubles, et que les Français peuvent marcher pas trop mal en double. Donc faire parler d'utilisateurs, c'est effectivement avoir des titres, c'est penser au championnat d'Europe à Nantes par équipe en 2019, et si on a posé candidature pour avoir des championnats d'Europe par équipe en 2019, c'était pas un hasard, c'était pour avoir effectivement une histoire à raconter, une histoire avec l'équipe de France Garçons qui devrait être concurrentielle pour obtenir un podium, puisque depuis 2015, les premiers Jeux européens, ils font régulièrement podium au championnat d'Europe par équipe, à Yekaterinbourg, au Luxembourg récemment. Donc 2019, c'est minimum une marge de podium, si ce n'est plus pour la direction technique